En grandissant, j'ai appris à croire en la grâce divine. Mais j'ai également appris à croire au châtiment divin. Rust, on peut, rends-toi compte, hein. On peut être sur une série de 2 victoires consécutives à l'UFC, être dans le top 40 mondial selon Tapology et Fight Matrix, présenter un bilan de 21-4 et être viré de l'UFC pour la 2e fois. C'est quand on s'appelle Taylor Lapillus, c'est une honte absolue. Ouais, non, là, en vrai, tu peux difficilement faire plus injuste que ça. C'est-à-dire que là, sportivement, il n'y a aucune incidence du sportif, donc, visiblement, dans les décisions qu'ont pris l'UFC par rapport à Taylor Lapillus, mais à un point où c'est vrai que... Oh putain, c'est... J'ai rarement vu un truc comme ça à l'UFC quand même. Un mec qui est comme ça. Après, il y en a peut-être eu, mais on les connaissait pas. Peut-être. Mais en tout cas, là, des combattants qu'on connaît nous et dont on a connaissance de l'histoire, un mec sur 2 victoires d'affilée qui a un bilan global de 6-2 à l'UFC qui est débarqué de l'organisation, c'est délirant, ouais. Mais vous verrez, on va en parler dans le podcast, qu'en dehors, évidemment, du fait qu'on est tous derrière Lapillus, qu'on est français aussi, il y a des éléments de réponse potentiels qui expliquent ce cut de la part de l'UFC, donc on va essayer d'être objectif au maximum, même si c'est difficile concernant Taylor, et aussi, avant de lancer le générique, selon Bullocks, donc Taylor aurait signé avec Dominance MMA, donc il était chez Classico Sport, une agence française, il aurait signé chez Dominance, qui est l'agence d'Ali Abdelaziz, donc qui est le manager et de très très loin le plus influent du MMA. On se souvient notamment que lorsque Faresiam avait été remercié de l'UFC, Ali Abdelaziz, via Dominance MMA, avait réussi à faire re-signer Faresiam à l'UFC. Aujourd'hui, on voit où en est Fares et donc on se dit que c'est une très belle chose. Voilà, Russ. Et d'ailleurs, Fares, oui, quand il avait été, quand l'UFC l'avait sorti, il était sur quel Je crois. Est-ce qu'il était sur des victoires d'affilée aussi? Il venait de perdre. Okay, il venait de perdre perdu contre, comment il s'appelle, l'américain. McKinney. Oui, exactement. D'accord. Voilà. Okay, et bah parfait. C'est parti, générique. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100€ en pari gratuit. Dépôt 100€, 100€ en pari gratuit, plus 10€ avec le code la sueur 10, 210€ pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Bon, donc à l'instant T, c'était pressenti, officialisé via le compte Twitter UFC Rosters Watch, où en gros, dès que quelqu'un et part du roster tout simplement, il nous ping. Et on voilà, Taylor Lapillus pour la 2e fois, il part de l'UFC avec un bilan de 3-1, 3 victoires, une défaite par décision, mais, et c'est pas un petit mais, vous allez le voir, 3 victoires oui, mais 3 victoires par décision également. Bah en fait c'est ça, de toute façon, pour rentrer dans le vif du sujet direct et pas faire tourner autour du pot, la raison pour laquelle l'UFC a débarqué Taylor, c'est très probablement, parce qu'il n'était pas assez divertissant à leurs yeux, spectaculaire, et qu'il n'apportait pas suffisamment de valeur ajoutée à l'organisation. Il est le plus probable que ce soit ça qui ait orienté leur décision. Parce que les autres possibilités, ce serait qu'il ait refusé des combats, ce qui me paraît compliqué quand même. Déjà, il a combattu il y a pas longtemps, donc c'est pas comme s'il était inactif. Et il y a des combattants qui ont été virés de l'UFC là récemment. C'était très probablement parce que inactivité. Notamment, par exemple, ça, je sais pas, parce que Nathan Levy, du coup, lui, la dernière fois qu'il a combattu, c'était en mars 2024, et avant ça, c'était en décembre 2022. Donc typiquement, ça peut être ça. Soit le mec est tout le temps blessé et du coup, il est obligé de refuser les combats, soit il refuse des combats parce qu'il veut gérer sa carrière différemment. Mais ça peut être une des raisons qui font que l'UFC, parce qu'ils font ce qu'ils veulent, hein, bien évidemment, ils peuvent vous virer pour aucune raison de toute façon. C'est les contrats UFC. Vous n'avez aucun pouvoir et eux, ils ont votre vie entre leurs mains littéralement et votre image. Donc ça aurait pu être peut-être de l'inactivité, ça aurait pu être peut-être des combats refusés, mais ça me paraît très étonnant quand on voit que il était quand même assez actif. 3 combats en 2024, ouais. Ouais, voilà. Combien? 3 combats en 2024. Ouais, voilà. Donc c'est pas l'inactivité, c'est sûr. Donc
il faut qu'on garde à l'esprit que c'est peut-être un truc auquel on pense pas, mais donc je ne vois que ça comme explication. Pour moi, t'as aussi ce côté avec Taylor, malheureusement, hein, deux choses. C'est donc effectivement, comme tu as dit, manque de spectacle du côté de Taylor Lapillus, puisque peu de finish à l'UFC, enfin pas de finish à l'UFC même. Et aussi, c'est que Taylor est fort. Et quand je dis il est fort, par rapport à des gars où, par exemple, Sam Alvey qui avait eu un run de défaite absolument monstrueux, c'est que Taylor il est top 40 mondial. Donc quand on dit top 40 mondial, ça veut dire qu'il bat un paquet de mecs. Donc vous pouvez pas juste vous servir de Taylor Lapillus comme d'un strapontin pour n'importe quel gars qui arrive chez les Bantam, parce qu'il va vous péter beaucoup de gars. Et le problème, c'est que tous les mecs que l'UFC essaye de faire monter un petit peu, bah s'il passe par Taylor Lapillus, faut quand même que le gars soit salement aguerri pour réussir à passer Taylor. Donc il est dans une situation vis-à-vis de l'UFC qui est un peu compliquée, parce que ça va être très difficile de le mettre dans le top 15, parce que vous voyez que malheureusement, les étapes qui auraient pu faire que le bilan soit immaculé, bah, il n'a pas réussi à les passer. Mais dès que vous mettez un Cody Stamann, des gars comme ça, ou même quand il y avait eu Lovren qui était un grand espoir britannique, bah Taylor il a réussi à stopper ça aussi. Alors que c'était un combat disputé, un combat où il y avait une grosse hype pour l'UFC Paris. Et un gars qui était très très jeune face à Taylor Lapillus aussi. Donc quand vous avez un mec comme ça pour l'UFC, c'est vraiment emmerdant, parce que un peu comme... Ça n'a rien à voir stylistiquement, mais en gros, pourquoi est-ce que l'UFC ne veut pas des Russes? Enfin, la plupart des Russes qui ont ce style lutteur, parce que les gars sont hyper forts et ils vendent pas. Donc ils vont vous casser du prospect américain, et une fois que vous allez les mettre en pay-per-view sur les main cards, les gens ne vont pas regarder. Et c'est ce qui se passait pour Taylor, parce que c'est vrai qu'à part la France, où on est tous derrière lui, c'est vrai que l'américain moyen qui regarde l'UFC, bah, il va pas forcément soutenir Taylor Lapillus. Bah, et je pense que c'est d'autant plus vrai qu'ils sont là vraiment dans cette situation, pas dans le dur, mais on commence à le voir de plus en plus dans plein de divisions, des gars qui sont très forts. Je pense évidemment là tout de suite à Movsar Evloev, je sais pas pourquoi, mais des mecs qui sont très forts, qui grimpent le classement petit à petit et que personne n'arrive à arrêter réellement, mais qui n'ont pas de finish et qui sont pas ultra spectaculaires. Il y a Merab Dvalishvili qui est maintenant champion. Il y a plein de gars dans différentes catégories qui commencent à être placés, qui sont très forts, qui sont pas forcément spectaculaires. Et ça, plus le fait effectivement qu'il y a... Enfin, je sais plus, il y a une stat qui est parue récemment comme quoi il y a... je crois que c'est... plus de 30% des combattants de chaque division dans le top 15 du UFC qui viennent du Caucase. Caucase, quand on dit Caucase, ça peut comprendre du coup Daghestan, Tchétchénie, Géorgie, et puis je crois, il y a peut-être un autre truc, mais enfin bref. Et en gros, pour ce qui est de Daghestan, Tchétchénie, il y a beaucoup de chances que ce soit effectivement des lutteurs avec des noms que les Américains et que les Occidentaux ne retiennent pas et n'arrivent pas à prononcer, avec des styles qui ne sont pas forcément, même si ça change un petit peu, mais qui ne sont pas forcément les plus spectaculaires pour les audiences occidentales. Et puis, de toute façon, de manière générale, ce ne sont pas des Occidentaux. Et donc, ça, c'est la fameuse théorie de Basrouten, mais à laquelle je souscris parce qu'elle est logique. C'est le fait que si l'UFC ne faisait pas un tri parmi les gens qu'ils recrutent, en vrai, il y aurait moyen que, s'ils recrutaient tous les mecs de l'ACA, tous les mecs de l'Est, etc., il y aurait 50% du roster UFC qui serait russe ou qui serait daguestanais, tchétchène, machin, et ce serait un enfer à vendre pour l'UFC. Et donc, excuse-moi, je finis là-dessus, c'était un peu long, mais donc, tout ça pour dire, ça a énormément de sens. Ce que tu dis, puisque on voit que l'UFC le fait déjà. On sait que c'est pas les seuls, des organisations comme le Cage Warriors, comme des Ares ou des trucs comme ça, ils sont obligés aussi de faire un tri pour ne pas avoir que des combattants russes qui glaneraient toutes les ceintures. Et Taylor, effectivement, il se place un petit peu dans cette catégorie, quoi, comme tu l'as dit, de gens qui sont très forts, qui peuvent aller loin, mais qui n'aident pas à soit vendre de pay-per-view, de trucs comme ça, et qui n'apporte pas forcément de trucs pour l'image pour l'UFC, quoi, qui peuvent les aider à vendre. Et sachant qu'aujourd'hui, vous regardez, l'UFC ne font qu'un événement par an en France. Même Manon Fiorot contre Valentina Shevchenko, vous pouviez le faire à Nice au calme, main event d'un Fight Night, mais pourquoi s'embêter à faire ça quand on sait que le Canada, ça fait 10 ans qu'on n'y est pas allé? On va le mettre en commun, il n'y a pas de souci. Donc ils n'ont même pas besoin d'avoir ces Français pour faire en sorte que c'est une situation différente du PFL où aujourd'hui ils ont 4-5 événements dans l'année en France et où il faut forcément vendre des billets et faire en sorte qu'il y ait un roster qui soit suffisamment important pour ces différents événements-là. L'UFC, rien qu'avec leur nom, et même s'il y avait très peu de Français, on les regarderait. La preuve en est avec les UFC Paris et là ce qui se passe avec l'UFC Montréal où il y a
plus de Canadiens qui sont au plus haut niveau, mais c'est pas grave, les places se vendent extrêmement cher et ça va quand même être un succès financier pour l'UFC. Et autre chose, hein, mais c'est évidemment, c'est une évidence, on en parle à chaque fois, c'est vrai qu'à la différence d'un Sean Strickland ou des gars comme ça qui n'ont pas un style spectaculaire, mais qui sur les réseaux sociaux font énormément parler, Taylor Lapillus, bah, c'est quelqu'un de très posé et qui est pas dans les polémiques ou dans le trash talking, et donc forcément, quelque chose qui est important pour l'UFC dans les avant-combats pour faire parler, bah, c'est quelque chose qu'il retrouve pas, et à part le premier combat de Taylor lors de son nouveau contrat contre Lovren, il n'y avait pas eu de moment où il y avait cette hype qui avait entouré un combat. Mais même si on a dit tout ça, c'est vrai que ça reste quand même du délire de se dire que sur 2 victoires d'affilée face à des mecs qui sont quand même vraiment chauds, en fait, moi, ce qui me fait un peu flipper, c'est que c'est pas un précédent, parce que là, nous, c'est parce qu'on pense à Taylor et parce que, mais je suis sûr qu'il y a eu d'autres exemples de gars qui étaient sur des séries de victoires et qui se sont fait virer, mais. Pour moi, il était pas sur une série de victoires. Il était sur 2 victoires consécutives aussi. Et Taylor l'avait battu, c'était Nate Maness, le Canadien. Frère de Soso. Qui était assez spectaculaire et qui s'était fait pareil virer de l'UFC comme ça. Putain. Bilan de 5. Quand vous tapez Nate Maness sur Google, la première image elle fait flipper sa mère. Bilan de 5-2 en tout pour lui, et qui avait eu quand même qui avait affronté Umar Nurmagomedov, donc ouais, si tu perds contre lui c'est pas très très grave, hein, j'ai envie de dire, parce que tout le monde perd sauf Merab Dvalishvili, et qui s'était fait aussi remercié par l'UFC, tu vois. Ouais, et putain, en plus, il a vraiment pas eu de bol parce que lui, il a eu donc 5 victoires de défaite sur le même run, et effectivement, non seulement il prend Umar Nurmagomedov, et il prend Tagir Ulanbekov, qui est quand même un sacré client aussi, bah, d'ailleurs, qui est là toujours à l'UFC sur 3 victoires d'affilée. Et il s'est quand même effectivement fait remercier. Il n'y a pas eu un autre. Maness later stated, Maness a dit plus tard que l'UFC lui avait dit que alors Maness a dit que l'UFC lui avait fait savoir que ses combats n'étaient pas assez excitants et que c'était la raison pour laquelle il ne lui avait pas offert un nouveau contrat. Alors si on en croit donc Nate Maness, ben il lui aurait dit en tout cas comme ça tout de go, bah mec, tu n'es pas assez excitant de toute façon à regarder combattre. Ouais, et donc là, il avait pété un cap sur Twitter justement par rapport à ça, parce qu'il était en mode attendez les gars, j'ai quand même fini 2 gars, j'ai eu des bonus, donc ouais. Mais en tout cas effectivement ça fait flipper, parce que tu te dis bon, bien sûr l'UFC ils font ce qu'ils veulent, bien sûr c'est plus un business qu'un sport de toute façon, parce qu'on aurait tendance à dire 50-50, mais bon, la preuve en est qu'en réalité bah pas vraiment, enfin c'est quelqu'un qui est un trash talker et qui fait vendre des places. Je pense qu'il peut être sur 4 défaites d'affilée. Je sais pas pourquoi je pense à Dan Hardy, mais bah, parce que ça a été la situation à un moment donné. Après c'est un peu différent parce que Dan Hardy, ces 4 défaites, ça a commencé par celle, je crois, contre Georges Saint-Pierre, donc bon c'était un combat pour le titre, et après ça a été un peu la descente. 3 bonus de performance of the night. Voilà, Nate Maness, c'est pour ça, parce que je me souvenais vraiment de son tweet où le mec il était, mais vous êtes sérieux à me dire que je suis pas spectaculaire? Ouais, il avait eu 3 bonus de performance of the night. Oh, j'avoue, t'as le seum. Et en plus du coup il parlait anglais, lui, il était américain. Oh le seum. Bon, donc il y a des cas, ça ne fera du bien à personne. T'imagines les mecs qui se sont trompés de nom sur Excel, tu sais, ils se sont trompés de ligne. Voilà. Mais bon, comme quoi il y a des pires situations. Putain, vraiment n'y allez pas. Il fait vraiment flipper. Hein, bref, la photo là, si vous tapez Maness. Mais mais vraiment, enfin, tu vas voir, c'est bon, voilà, c'est Gollum le premier mot qui m'est venu. Mais vous allez voir, vous allez comprendre. Mais et en tout cas, voilà, tout ça pour dire, oui, ça fait flipper parce que tu te dis putain, ça veut dire que vraiment, c'est pas que le sportif n'a aucune influence, mais tu vois, là je me mets à la place de Taylor, je me dis bon, oui, je fais pas de trash talk et de machin parce que j'ai pas envie, parce que c'est pas ma manière de faire les choses. Je vais me concentrer sur le sportif, je vais tout mettre dans tout mon entraînement, ma vie, je vais l'orienter sur la performance sportive pour être sûr que au moins, même si j'ai pas envie de me forcer à faire des trucs qui ne sont pas moi, au moins comme ça je serai intestable sur le côté sportif. Il l'est, puisque donc là il était sur 2 victoires d'affilée contre des mecs qui étaient vraiment solides. Et puis bah, c'était Taylor Lapillus, donc c'est savoureux à regarder combattre. Enfin, c'est trop beau, quoi, de toute façon, quand il combattait Taylor. Et tu te dis, putain, même comme ça,
même comme ça, tu peux te faire baiser en fait. Et franchement, ça fait peur quand même. Alors c'est dur, mais c'est vrai que quand on regarde historiquement, les gars comme ça à l'UFC, en fait, tu n'as pas le droit à la défaite, tout simplement. Ouais, c'est sûr. Sinon, t'es condamné à être dans la situation de Taylor, parce que, comme tu l'as dit avec Movsar aujourd'hui, Belal, il a dû attendre extrêmement longtemps, Merab, il a dû attendre extrêmement longtemps, et on sait très bien que l'UFC n'attend qu'une chose, c'est que vous perdiez. Et encore une fois, le problème pour Taylor, je pense aussi à Demian Maia à l'époque, c'est que ces gars-là, au moins, ils atteignent le combat pour le titre. Donc ensuite, ils servent de rampe de lancement à des gars qui sont à ça du title shot. Par exemple, quand Demian Maia avait commencé à perdre, il lui filait des Gilbert Burns, il lui filait des Masvidal, des gars qui sont quand même une vraie notoriété parce que ça va être une vraie rampe de lancement. Taylor, malheureusement, comme il n'a pas non plus atteint ce statut-là, il peut pas avoir ces combats qui sont quand même intéressants en termes de notoriété également. Et c'est pour ça que t'es vraiment dans un bourbier et que quand t'as ce style à la Taylor et que t'es réfléchi co, c'est la victoire ou rien du tout, en tout cas à l'UFC, parce que évidemment vous le mettez à Arès et vous l'aviez vu sur son run Arès, s'il y avait des finishes, pas de problème. Ben ouais, non c'est clair. Après, là, maintenant, l'avantage... disons, on va voir comment ça se poursuit, parce qu'effectivement, s'il a donc bien été recruté par Dominance MMA, là, effectivement, t'es bien. Enfin, là, t'étais sur la route, t'avais été laissé sur le bord de la route, tu repars en Bentley, y a pas de problème. Hein, là, tu reviens en vie. Mais que ce soit l'UFC ou ailleurs, après, là évidemment, ça dépend de Taylor Lapillus, mais c'est vrai que pour lui, s'il veut être à l'UFC, il a sa place, mais dans toutes les autres orgas, honnêtement, Taylor, il est calibre champion dans toutes les autres organisations hors UFC. Et franchement, tu vois, je me dis, à son âge aujourd'hui, il a passé la trentaine, il a eu 2 très beaux runs à l'UFC, pourquoi pas partir à la conquête de toutes les ceintures, et je sais pas, tu fais 2-3 ans hyper actif, et tu reviens à l'UFC contre un top 15 parce que tu as cette notoriété, en plus le mec a collecté toutes les ceintures, et là tu leur montres vraiment qui est qui. Et ça pourrait être pas mal. Et puis même, j'ai envie de dire, en fait, là, un profil comme celui de Taylor, quand même, déjà, on le sait de toute manière, ça c'est comme ça que ça marche, c'est que quand tu as ce tampon UFC ou vétéran de l'UFC, tu vaux très cher sur les circuits parallèles. Et même, et ce qui est même pas le cas de Taylor, hein, mais même des gars qui ont eu un run à l'UFC de 3 combats, 3 défaites, c'est quand même des mecs qui peuvent monnayer leur nom et le fait qu'ils sont vétérans UFC relativement cher sur des organisations parallèles, des organisations secondaires, parce que tu as ce tampon, voilà, tu peux faire combattre des mecs qui s'ils le battent, ils ont battu un vétéran UFC, ça peut être un tremplin pour eux, des petits jeunes, des mecs prometteurs, etc. Et là, en plus, pour Taylor, il y a vraiment ce côté pour une organisation autre que l'UFC, tu récupères quelqu'un qui était vraiment à très très haut niveau à l'UFC. Et pour le prestige de ton organisation, c'est quand même quelque chose. Donc ça, c'est au moins l'avantage, c'est qu'il y a même moyen, si jamais il ne revient pas à l'UFC, il y a même moyen qu'il soit presque même peut-être mieux payé là où il sera après, maintenant, tu vois. Ouais, dans des top orgas, tu vois, parce que c'est vrai que moi aujourd'hui, Taylor, j'ai envie de le voir dans des gros fights aussi, et tu vois, que ce soit Horizon, j'aimerais beaucoup, PFL, j'aimerais beaucoup. Même après ils s'entendent bien, donc ils s'entendent bien, mais juste sportivement. Donc on met de côté tout truc personnel. Je sais ce que tu veux dire, et moi aussi j'ai envie de le voir, même si on va avoir des problèmes. Oui, on va avoir des problèmes. Donc je ne souhaite pas ce combat-là, mais je dis juste que sportivement, on veut pas parce que voilà, on les aime bien. Mais Abou Younoussov contre. Ah, moi je pensais à Abou Younoussov contre Taylor Lapillus. Ouais, moi je pensais à Saladin Parnasse. Mais après c'est Bantam, enfin c'est c'est compliqué, hein, parce que c'est pas la même KT, parce que en gros il faudrait que Taylor monte d'une KT et que du coup Saladin soit en featherweight, enfin reste en featherweight, mais redescendre quoi. Ça fait un moment qu'il a pas combattu en feather. C'est vrai. Ouais, donc peut-être un peu compliqué quand même, ouais. Ouais. Et puis, t'aurais toujours ce truc-là aussi. C'est vrai que il pourrait prendre une ceinture au KSW ou dans d'autres organisations régionales, mais je me dis tant qu'à faire aujourd'hui à l'âge qu'il a, autant faire des super fights, tu vois. Là, je sais pas, tu prends Kyoji Horiguchi, mais après c'est vrai que des trucs comme ça. Ouais. Mais encore une fois, hein, de toute façon, on l'a dit, donc on va avoir des problèmes, mais on sait qu'ils sont potes avec Abou. Je crois qu'ils s'entendent vraiment très bien, donc ils se sont entraînés ensemble en plus. Donc c'est simplement on le répète, hein, du pur côté sportif, et puis
Et puis voilà. Mais en tout cas, mais en tout cas, qu'il soit dans une organisation, il le traite bien. Tu fais des gros événements en France et puis on avance avec ça avec Taylor. De toute façon, là voilà, il a le niveau UFC, il est top 40. Vous regardez Fight Matrix, vous regardez Tapology, il y a pas de souci. Et ça vous montre bien que l'UFC, au-delà du sportif, faut avoir vraiment ce full package qui fait que, regardez un gars comme Morgan Charrière, bah même quand il perd, c'est des combats spectaculaires à l'UFC, hein, c'est des combats spectaculaires. Il prend les bonus et aujourd'hui, il a un gros combat qui l'attend à l'UFC Londres parce que chaque fois que Morgan vient, il y a le côté populaire avec les réseaux sociaux, mais il y a aussi ce côté spectacle que l'UFC apprécie, qui font qu'il y a certains gars, bah, typiquement chez les heavyweight, Derrick Lewis, victoire-défaite, il n'y a absolument aucun problème. Vous savez que les gens vont venir voir ces combats parce qu'on sait qu'il va se passer une dinguerie, qu'il perde ou qu'il gagne. Ouais, et là, on n'est pas du tout en train d'essayer de monter qui que ce soit contre qui que ce soit. Maintenant, je sais que je suis casse-couille, hein, mais je préfère baliser parce que... Par rapport à... Voilà. Parce que je pense que là, du coup, les gens pourraient se dire, ouais, donc vous comparez Morgan à Taylor, vous voulez les problèmes, et machin. Enfin, maintenant, je balise tout, mais je balise tout. Vous n'avez pas intérêt à faire ça, par contre, les gars. Vous n'avez pas intérêt à faire ça. Ouais. Non, mais enfin voilà, mais c'était pour illustrer des exemples. Ah non, mais ou sinon, on peut comparer quelqu'un. Pour moi, Taylor. Enfin, William Gomis, c'est la même situation que Taylor, sauf que William Gomis a gagné tous ses combats à l'UFC. Ouais. Ouais, parce que William Gomis, il y en a plein. Il y a pas mal de gens qui se plaignent sur les réseaux sociaux, sur les commentaires. Ouais, mais il n'y a pas de finish. Mais William, il gagne tout, les gars. Il gagne tout à l'UFC. Et chaque fois, et vous voyez bien, je veux dire, là, il a battu John Dashon Brito, qui était un vrai bourbier. Ils lui remettent un bourbier. Enfin, le run UFC de William Gomis, c'est bourbier sur bourbier sur bourbier. À aucun moment, ils lui mettent des récompenses parce qu'il a battu le mec précédent. Alors qu'il n'a jamais perdu à l'UFC. Pourquoi ? Parce que l'UFC, ce qui se passe avec William Gomis, c'est que les Français, on est tous derrière lui. C'est très beau à voir ce qu'il fait, mais il n'y a pas les finishes. Donc il enchaîne des mecs qui sont hyper forts. Sauf que il gagne à chaque fois. Donc c'est très compliqué pour l'UFC de se séparer d'un mec comme ça. Et Taylor, malheureusement, à chaque fois, je pense que l'UFC se serve de le petit revers pour justifier le fait qu'il mette fin à son contrat, ou en tout cas qu'il ne renouvelle pas. Là, parfaite comparaison, puisque du coup, ce sont tous les deux des styles de techniciens sans finish, et comme ils ne font pas vraiment de trash talk ni de quoi que ce soit en dehors de la cage, là, c'est... Ouais, parfaite comparaison, et comme ça, les gens... Ah oui, non, mais les gens y voient, ou même, et on peut aussi faire la comparaison avec BSD. BSD, le style de BSD, c'est ce style qui lui permet d'avoir ce coup de pouce de la part de l'UFC où, une fois que tu as battu Monsieur Matt Frevola, qui est top 15, mais juste numéro 15, on te file la légende Dustin Poirier, qui est numéro 1, qui sort, je crois, d'une défaite pour le titre BMF par KO contre Justin Gaethje. Et si tu bats Dustin Poirier, t'as le combat pour le titre. Pourquoi ? Parce que t'es extrêmement spectaculaire. Voilà. Ouais. Donc, et hors de la cage en plus, du coup, pour Benoît, parce qu'il n'hésitait pas à lâcher des trucs en mode, il n'y a personne qui fait 3x5, en gros, il prend tout le monde tout le temps, quoi. Et effectivement, ça faisait la diff, et ça fait la diff. Donc pour vous dire qu'à l'UFC, c'est vraiment crucial. Et là, encore une fois, c'est pas du tout pour monter les gens les uns contre les autres, mais c'est juste pour vous dire en termes d'approche, et même au niveau français, parce que je pense que c'est ce que aujourd'hui vous connaissez peut-être plus, ça permet vraiment de voir pourquoi l'un va dans ce sens-là et l'autre va dans l'autre, et dans des catégories qui sont aussi chargées, parce que on le dit souvent avec notamment Cyril, c'est vrai que les lourds, c'est une catégorie qui est moins dense que les autres, et donc forcément, quand vous êtes la nouvelle attraction, l'UFC a tendance à plus vous pousser. On en parlait récemment avec Tyson Texera, un combat à l'UFC déjà dans le top 15. Hein. Là, il y a pas de problème. C'est les catégories light heavyweight, heavyweight et les catégories féminines en général, c'est plus oh là là, putain, j'allais dire laxatif. Non, c'est je suis un ouf moi. C'est laxiste. C'est plus laxiste, quoi. Tu as plus de latitude parce que comme il y a un petit peu moins démographiquement parlant de personnes de toute façon de manière générale dans ces catégories-là, voilà, c'est un peu plus compliqué et de laisser partir qui que ce soit, quoi. Entièrement d'accord, monsieur. Bref, on se quitte là-dessus. MyProtein, moins 30%
sur tous mes I protéines. gotcha. Gotcha hat. Moins 30% sur tous mes protéines avec le code La Sueur. Et puis, Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. Merde. Code La Sueur 5, moins 5 euros pour votre première commande. Regardez-moi ce milkshake. Et code La Sueur 10 si vous avez déjà commandé chez eux, moins 10%. Allez, on se retrouve sur les. Bye. Yeah.